Voilà, vous voyez bien l'écran? Ouais, très bien. Très bien. Alors, messieurs, dames, bienvenue à ce webinaire organisé par nos trois docteurs. Avant, je vais me permettre de faire quelques minutes d'introduction. Donc, je vais me présenter, Rémi Cotemard de la société GAN Prévoyance. Donc, on travaille avec les trois docteurs. Et puis, si vous voulez, eh bien, je suis en compagnie de mes deux collègues, Jean-Yves Herbeau, Jean-Marc Négrel. Et en fait, l'objectif de cette introduction, c'est de vous expliquer pourquoi un assureur comme GAN Prévoyance, finalement, organise ce type de manifestation avec nos docteurs. Alors, si vous voulez, GAN Prévoyance, c'est une compagnie d'assurance de personnes. C'est une filiale de Groupama. Et finalement, on s'intéresse à vous, professionnels de santé, essentiellement sur tout ce qui est protection sociale, l'assurance de la personne. Alors, en quelques minutes, c'est vous présenter nos principaux domaines d'intervention qui sont essentiels finalement pour tout le monde. Le premier sujet, c'est celui de la prévoyance. Alors, quand on dit prévoyance, bien sûr, en tant que professionnel de santé, eh bien, vous dépendez d'un régime obligatoire. Et finalement, notre métier, c'est de vous proposer, si vous le souhaitez, eh bien, une expertise par rapport à vos besoins en cas d'arrêt de travail, en cas d'invalidité, voire en cas de décès. Ensuite, autre sujet tout aussi important, surtout dans ce contexte, et surtout aussi par rapport à votre profession, c'est le sujet de la retraite. Le sujet de la retraite, parce que vous, en tant que professionnel de santé, eh bien finalement, ce qu'on vous propose, ce qu'on peut vous proposer si vous le souhaitez, eh bien c'est un service qui a tout son sens, surtout à l'approche de la nouvelle réforme des retraites, c'est de vous proposer un service par rapport à votre relevé de situation individuelle. C'est-à-dire que sachez qu'il y a 2/3, c'est-à-dire quasi 75% des relevés de situation individuelle qui présentent des anomalies. Les raisons sont variées, sont diverses. Je suis un homme, il n'y a pas le service militaire. Je suis une femme, on a oublié un enfant. Finalement, c'est de vous proposer de remettre à jour votre relevé de situation individuelle à l'approche de votre retraite. Troisième sujet, c'est celui de la santé. Celui de la santé, vous êtes vraiment au fait, c'est de vous proposer, si vous le souhaitez, des solutions par rapport à ce sujet-là. Autre sujet, celui de l'épargne dans le cadre de l'assurance vie, et surtout, vous proposer, si vous le souhaitez, de diversifier votre épargne par rapport à tout ce qui est l'investissement locatif. Ça, que ce soit au niveau d'une solution individuelle ou d'une solution collective, si vous êtes en société avec des salariés. Ça, ce sont nos principaux domaines d'intervention. Et peut-être que vous demandez, quand vous m'écoutez, finalement, aujourd'hui, c'est se dire pourquoi un assureur comme GAN Prévoyance, finalement, participe à ce type de manifestation. Vous savez, sur la région, avec Jean-Marc Négrel et Jean-Yves Herbeau, on fait régulièrement ce type d'événements, d'actions. Alors, c'est souvent physique, mais vu le contexte, on vous propose ce service à distance. Et l'objectif finalement fondamental et principal de finalement notre collaboration avec les docteurs, c'est de vous accompagner dans le rapprochement de la médecine de ville et celle de l'hôpital. Et finalement, c'est notre raison principale qui nous fait organiser ce type de soirée comme ce soir. Alors, vous savez, sur le sujet de la retraite, je vous l'ai évoqué, nous, on a le plaisir avec Jean-Marc Négrel et Jean-Yves Herbeau, si vous le souhaitez, bien sûr, sous la forme du volontariat, de vous proposer notre service sur le sujet de la retraite. On a fini notre présentation. Ce que je vous propose finalement, c'est tout de suite passer aux interventions de nos trois docteurs. Et puis, on va commencer avec notre docteur Nicolas Morin-Salvo. Et Nicolas, si vous voulez bien prendre le contrôle du support. Bonsoir à tous. Est-ce que j'ai le support là, le contrôle? Oui. Oui. D'accord. Alors je vais mettre en plein écran peut-être. Alors c'est bon. Bonsoir à tous. Alors désolé, j'ai la voix un peu cassée. J'espère que je vais quand même être.
compréhensible. Voilà, alors, donc la chirurgie prothétique de hanche est dorénavant une chirurgie qu'on peut qualifier sur mesure, qui bénéficie d'évolutions des techniques tant industrielles que pharmaceutiques et aux progrès chirurgicaux en eux-mêmes, utilisant des voies d'abord qui sont de moins en moins agressives, avec des voies d'abord mini-invasives et l'arrivée des planifications scalographiques en 3 dimensions a permis de planifier et d'implanter des prothèses qui sont au plus proche de l'anatomie du patient et même de pouvoir créer des prothèses qui sont entièrement conçues sur mesure, uniques à chaque patient. Lors de cette communication, nous allons surtout nous attarder à décrire cette chirurgie sur mesure, mais faite via la voie d'abord antérieure directe de l'uréter, dite aussi ASIA, que nous pratiquons, Jean-Marc et moi, pour toutes nos arthroplasties de première intention. Mais alors, j'arrive pas à passer. Ah, j'ai pas le contrôle, j'arrive pas à passer le. Ah, j'ai pas. Ouais, c'est bon, je le contrôle. Ok. Donc avant tout, vous devez savoir qu'il existe 5 principales voies d'abord pour implanter des prothèses totales de hanche. La voie d'abord antérieure directe, dite intermusculaire, ASIA, ou décrite par uréter. La voie d'abord antérolatérale de Watson-Jones, avec sa modification mini-invasive de Rottinger. Les voies d'abord latérales, qu'elles soient transglutéales, c'est-à-dire transfessières, au travers du tendon, ou la voie d'abord latérale, transtrocantérienne, c'est-à-dire au prix d'une ostéotomie du grand trochanter. Et enfin, la voie d'abord postérieure, qui reste la voie d'abord la plus communément utilisée encore de nos jours. Du point de vue anatomique, voici ce schéma qui décrit ces différentes voies d'abord que je vous décris. Donc la voie d'abord antérieure directe qui passe donc en avant, en arrière du muscle droit antérieur et en avant du tenseur du fascia lata. La voie d'abord antérolatérale qui passe en dessous du tenseur du fascia lata et en avant des muscles fessiers. Les voies d'abord latérales qui sont soit transfixiantes dans le tendon fessier avec une décision digastrique, soit en relevant le massif trochantérique. Et puis la voie d'abord postérieure qui accède très facilement à l'articulation de la hanche, mais au prix d'une section des muscles rotateurs externes, dits muscles pelvitrochantériens. Alors bon, ça a un petit peu sauté, c'est pas grave. Donc, comme on vient de vous l'annoncer, nous pratiquons, Jean-Marc et moi, et beaucoup d'autres chirurgiens, de première intention, la voie d'abord antérieure, dite de uréter, pour différentes raisons. Cependant, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes tous confrontés à un risque secondaire de luxation après l'implantation d'une prothèse. C'est un des risques majeurs après implantation prothétique. Et les taux de luxation divergent selon le type de voie d'abord. Les voies d'abord latérales ou antérolatérales ont les taux de luxation les plus faibles. La voie de uréter que nous utilisons, que nous allons décrire, a un taux de moins de 1% en moyenne, avec des taux qui s'échelonnent entre 0,6% à 1,5% dans la littérature. Et ça a beaucoup décalé, je suis désolé, mais la voie d'abord postérieure qui est tout en bas a malheureusement le taux de luxation le plus fort, avec une moyenne de 3,23% et des taux dans la littérature qui s'échelonnent entre 1,1% jusqu'à 14%. Voilà. Donc, au vu de tout ceci, nous avons choisi d'implanter les prothèses de hanche par les prothèses de hanche de première intention par une voie d'abord antérieure qui nous semble être la moins invasive. Nous allons décrire en détail au cours de ce topo. Vous voyez ici sur le schéma de droite l'incision latérale qui est une incision courte de l'ordre de 5 à 10 cm qui est généralement un peu plus antérieure que celle qui est réalisée sur ce schéma, mais c'est grossièrement la cicatrice que l'on obtiendra. Voici. Ainsi, avant d'aller plus loin, je souhaitais vous décrire l'historique de cette voie d'abord. Cette voie d'abord a été décrite par uréter et a été promue par l'école française, et en particulier le professeur Judet et Siguier, qui, dès 1985, ont beaucoup publié sur cette voie d'abord. Ils utilisaient une table orthopédique, le patient étant allongé sur une table, les jambes fixées contre des supports inamovibles, leur permettant de faire cette implantation prothétique. Cependant,
Cette installation jambes fixées à la table a, selon nous, différents écueils, à savoir, d'une part, l'impossibilité de mesurer en temps réel la longueur des membres inférieurs et, au terme de l'implantation prothétique, de connaître la véritable stabilité de la prothèse que l'on a implantée. Ainsi, nous utilisons cette voie d'abord, mais sans table orthopédique, avec une table de chirurgie simple. Les jambes sont totalement libres dans le champ et ainsi nous pouvons manipuler les membres inférieurs et contrôler donc à tout moment la longueur des membres pour être certain que le patient n'est pas raccourci ou n'est pas rallongé au cours de l'opération et nous permettre également de tester la stabilité prothétique pour éviter le risque précoce ou secondaire de luxation. Alors, avant d'implanter les prothèses, il faut bien entendu réfléchir. Il faut réfléchir à quoi? Au type d'implant que l'on souhaite, il faut réfléchir à l'orientation des implants et également à leur taille. C'est le temps de la réflexion. Nous appelons ceci la planification préopératoire. Et de nos jours, nous utilisons en l'occurrence dans notre pratique, une planification en 3 dimensions faite à partir de reconstructions issues d'un scanner. Le patient passe un scanner avec un protocole d'acquisition d'image un peu spécifique, mais très simple. Le scanner, nous le récupérons, le CD-ROM, nous le mettons dans notre logiciel informatique et nous pouvons reconstruire en 3 dimensions l'anatomie de la hanche et mesurer la taille des implants, leur orientation et obtenir alors un rapport de planification. Au préalable, ou alors pardon, ça passe pas. Au préalable, bien entendu, nous avons examiné le patient et nous avons regardé si le patient présentait une anomalie morphologique quelconque, une inégalité de taille, un raccourcissement ou un allongement, une bascule pelvienne, un rachis fixé. Ainsi, sur cette planification en 3 dimensions faite de scanner, nous pouvons même donc reconstruire l'entièreté du squelette osseux pelvien. Pour ce cas de figure, le patient que l'on souhaitait opérer d'une hanche gauche, nous avons pu vérifier qu'il présentait déjà un membre inférieur gauche plus long de 4 mm que le membre inférieur droit. Ainsi, l'objectif principal d'implantation est de ne surtout pas allonger davantage ce patient. Voici la mesure des implants cotyloïdiens et la mesure de taille de l'implant fémoral que nous allons implanter. Nous pouvons aussi prévoir les écueils et les risques de complications éventuelles afin de préparer au mieux l'intervention. Voici donc le rapport de planification final. Nous avons décidé pour ce patient d'implanter une tige anatomique de taille G avec un cotyle qui est de taille de 54 mm et avec une tête en céramique de taille moyenne, de taille 0. Voici le résultat final. La radiographie atteste d'un bon positionnement des implants et nous avons pu mettre en place la même taille d'implant que nous avions calculée au préalable. Ainsi, nous sommes certains de ne pas retrouver d'instabilité de hanche grâce au testing préopératoire, mais également de raccourcissement ou d'allongement du membre inférieur non maîtrisé. Lors de cette planification scanographique préopératoire, nous pouvons être confrontés au fait que des tiges communes, standards, droites, quadrangulaires ou anatomiques créées pour le plus grand nombre ne peuvent pas suffire et peuvent ne pas être adaptées à l'anatomie particulière d'un patient lambda. Ainsi, sur ces images, vous voyez 3 types de tiges. La tige droite qui est quadrangulaire, droite non anatomique, la tige du milieu qui est une tige anatomique qui est utilisable pour le plus grand nombre, et la tige qui est encerclée et qui est encadrée en rouge, c'est une tige fabriquée entièrement sur mesure pour un patient, comme vous le voyez, qui présente un excès d'antétension fémorale et un valgus fémoral avec un angle cervico-diaphysaire augmenté. Ces tiges créées totalement sur mesure
sont utilisés dans différents cas. Donc, en cas de dysplasie fémorale, en cas d'anomalie de varus ou de valgus fémoraux excessifs, d'antéversion, de rétroversion fémorale pathologique, de séquelles de chirurgie d'ostéotomie fémorale, de calvicieux, pour les patients qui sont nains avec un nanisme, ou encore pour différentes déformations fémorales pathologiques. Pour illustrer ceci, nous avons sorti de notre base de données différents cas cliniques de prothèses de hanche, enfin tige fémorale créée totalement sur mesure. Donc cette dame, elle présentait un nanisme avec une taille de 1,52 m et malgré des tailles de prothèses basses de taille 1, aucune tige ne pouvait s'adapter à son anatomie. Nous avons donc été contraints de faire une tige sur mesure que nous avons implantée sans aucune difficulté par une voie d'abord antérieure mini-invasive. Ce patient présentait une séquelle de fracture. Comme on peut le voir, si nous avions implanté une tige droite ou une tige anatomique non créée sur mesure, il y aurait eu un risque majeur de fracture au niveau de points de faiblesse diaphysaire haute de cet os. Nous avons donc décidé de construire une tige sur mesure que nous avons implantée également sans difficulté via une voie d'abord antérieure mini-invasive intermusculaire. Quant à ce patient, c'est un patient jeune qui avait été opéré il y a 6 ans à la suite d'un accident grave de la route, accident de moto, avec une fracture du fémur à droite, responsable d'une section complète du nerf sciatique, et une fracture grave de la colonne postérieure du cotyle, pour laquelle nous avions réalisé une ostosynthèse complexe par une plaque et via une voie d'abord postérieure dite de Cochin-Langebeck. Le patient a développé dans les suites, malheureusement, et malgré son jeune âge, une coxarthrose de stade 4 avec une évolution nécrotique, et nous avons donc été contraints de lui proposer un remplacement prothétique. Du fait de son antétorsion fémorale excessive et de son fémur étroit, nous avons créé une tige sur mesure que nous avons réimplantée par une voie d'abord postérieure, car il était nécessaire d'enlever 2 vis de la paroi postérieure de cotyle, nous empêchant sinon l'implantation de la prothèse acétabulaire. Pour finir, ce cas clinique qui n'est pas un des nôtres, que nous avons emprunté au docteur Laborde, c'est un cas remarquable de luxation congénitale de hanche. Ce chirurgien a pratiqué un remplacement prothétique avec une greffe du toit du cotyle, un replacement du cotyle dans le paléocotyle, donc en descendant la hanche de plus de 3 à 4 cm, et en plantant cette tige faite sur mesure, dont vous remarquez cette courbure remarquable. Cette chirurgie complexe d'abaissement ne peut être réalisée par une voie d'abord antérieure, sauf au prix d'un délabrement musculaire important, avec des voies d'abord plus extensives, comme des voies de Smith-Petersen. Mais donc c'est la voie d'abord donc qui a été postérieure, qui a été naturellement choisie pour pouvoir réaliser ce type d'opération ambitieuse et délicate. Passons maintenant au film de cette intervention pour que vous puissiez comprendre ces rapports anatomiques de cette voie d'abord, mini-invasive intermusculaire. Le patient est donc allongé en décubitus dorsal, de façon très simple, sur une table standard. Nous ouvrons donc la peau juste en dessous de l'épidémiaque antéro-supérieur. Cette voie d'abord, cette incision mesure 5 à 10 cm. Nous ouvrons l'aponévrose du fascia lata, du tenseur du fascia lata. Voici le corps charnu du tenseur du fascia lata que nous reclinons vers l'arrière, vers l'avant. Nous chargeons le droit antérieur et donc nous sommes dans cet espace entre droit antérieur devant et tenseur du fascia lata en arrière. Nous repérons cette aponévrose qu'on appelle l'aponévrose innominée, dans lequel circule le pédicule circonflexe antérieur, et nous allons voir qu'après une petite dissection, l'exposition de l'artère circonflexe antérieure permet de la cautériser ou de la ligaturer. Ça passe la vidéo parce que moi, elle s'est filmée. Oui, elle passe, docteur. Ah, d'accord. Voilà. Donc, après avoir sectionné, ligaturé, cautérisé cet artère circonflexe, nous avons une exposition directe de la partie antérieure de la capsule articulaire de hanche. Cette capsule est au choix sectionnée et excisée de type capsulectomie ou ouverte, puis refermée secondairement, on appelle ça alors une capsulotomie.
Nous avons également donc l'exposition parfaite du col fémoral et nous pratiquons donc une coupe du col avec des repères de coupe spécialement planifiés au préalable. Nous retirons ainsi le col fémoral et la tête fémorale. Nous pouvons mesurer avec un décimètre la bonne taille de la coupe réalisée. Et nous avons une exposition parfaite du cotyle. Nous mettons alors en place les implants, les écarteurs cotyloïdiens. Nous préparons le cotyle à l'aide de fraises de taille croissante jusqu'à une taille planifiée encore. Ici, nous impactons un cotyle qui est un cotyle de dernière génération, accueillant une céramique de 4e génération. Nous repassons alors au temps fémoral pour finir cette intervention. À l'aide des membres inférieurs qui sont libres sur la table, nous plaçons le membre inférieur en adduction, rotation externe et éventuellement une petite flexion, une petite extension. Ceci expose parfaitement le sommet du canal fémoral que nous préparons à l'aide de râpes de taille croissante jusqu'à la râpe planifiée. Puis nous implantons la tige fémorale de taille définitive. Voici la tige fémorale définitive sur laquelle nous mettons la tête en céramique de 4e génération et nous réduisons la prothèse. Ainsi, nous pouvons, grâce aux jambes libres, tester totalement la stabilité de nos hanches pour éliminer ou éviter, limiter le risque de luxation secondaire. Nous pouvons également, à tout moment, vérifier la taille des membres inférieurs pour ne pas avoir allongé ou raccourci involontairement notre patient. L'opération est satisfaisante. On atteste les résultats avec la radiographie post-opératoire que voici. Ainsi, cette voie d'abord antérieure de hanche, pour nous, est une voie d'abord intermusculaire non invasive, non agressive, qui permet une récupération fonctionnelle rapide et permet à tout moment de contrôler l'égalité de taille des membres inférieurs et ainsi limiter au maximum le risque d'instabilité prothétique secondaire. En témoigne le patient que voici, qui a été opéré dans la matinée et qui marche déjà sans béquille, qui porte ses flacons de perfusion et qui s'apprête à sortir en ambulatoire. Voici. Je vous remercie de votre attention et je suis à vos dispositions s'il y a quelques questions. Oui, nous avons 3 questions, Monsieur Morin-Salvo. Ouais. Donc la première, après une PTH faite par voie antérieure, même si le risque de luxation est faible, la luxation est-elle toujours une luxation antérieure? Alors, en effet, le taux de luxation par voie antérieure est faible, en effet, mais le taux n'est pas nul. D'une part, il existe des risques de luxation antérieure par principe, car la capsule antérieure est affaiblie, soit suturée, affaiblie, soit réséquée. Donc, par principe, il y a un risque de luxation antérieure. Cette luxation antérieure se fait lorsque le patient réalise un mouvement incontrôlé de rotation excessive du pied, jambe en extension. Mais il y existe également des risques de luxation postérieure. Et dans ce cas de figure, ça témoigne d'une malposition d'implant avec un cotyle qui peut être trop rétroversé, parce que le chirurgien a peur d'une antéversion excessive et d'une luxation antérieure. Et ce cotyle trop rétroversé peut être responsable d'un effet qu'on appelle CAM, d'un conflit du col du fémur avec la berge antérieure du cotyle et faire, tel un chevalet, une luxation intrapodictique puis une luxation postérieure de la hanche. D'accord, merci. La deuxième question, un allongement de plus d'1 centimètre nécessite-t-il une reprise chirurgicale? Alors, en effet, les inégalités de taille du membre inférieur est un problème majeur en chirurgie prothétique de hanche. D'ailleurs, c'est la première cause de procès. Les patients qui sont allongés ou qui sont raccourcis portent volontiers plainte et c'est la première cause de procès après prothèse totale de hanche. Un raccourcissement ou un allongement de moins de 1 cm est souvent
très bien toléré. Un allongement ou un grossissement de plus de 1 cm est plus mal toléré. Il existe un adage qui dit « patient raccourci sourit, patient allongé procès ». En effet, les patients raccourcis de moins de 1 cm ont un risque, par principe, de luxation de hanche, mais n'ont pas d'hypertension des parties molles et ne présentent pas forcément de douleurs musculaires. Les patients rallongés présentent des douleurs musculaires, mais également peuvent décompenser des lombalgies et peuvent le ressentir. Il faut savoir quand même qu'il y a à l'interrogatoire, sur des séries de littérature, un tiers des patients qui se disent sentir une différence de taille des membres inférieurs après prothèse. Et sur ce tiers des patients qui disent présenter une égalité de taille, en fait, il est authentifié que simplement un tiers de ces patients, grosso modo, ça fait 10% des patients qui ont réellement une inégalité de taille réelle. Voilà. Généralement, les inégalités de taille de moins de 1 cm s'équilibrent sur les mois qui suivent la chirurgie, le temps que la tension des parties molles diminue et que la hanche et que les muscles périarticulaires s'habituent à la nouvelle cinématique de la hanche. Les patients de plus de 1 cm nécessitent souvent le port de semelles compensatrices et peuvent présenter des troubles de la marche et des douleurs qui se chronicisent. Merci. Alors, une dernière question, mais je pense qu'il y a une question aussi en main levée. Quels sont les bénéfices de la voie antérieure directe comparée aux autres types de voies d'abord? Alors, bon, l'importance en tant que chirurgien, c'est d'implanter une prothèse de hanche en maîtrisant le plus possible de risques. Alors, la voie d'abord de hanche a beaucoup d'intérêt pour nous. Cependant, il faut que la voie d'abord soit parfaitement maîtrisée. Ainsi, les chirurgiens qui pratiquent d'autres types de voies d'abord, dès lors qu'ils pratiquent et qu'ils maîtrisent leur art, ils diminuent d'autant les risques de complications. Pour nous, la voie d'abord antérieure est une voie d'abord intermusculaire, donc on passe entre les muscles sans les sectionner. Et d'autant plus, cette voie d'abord antérieure permet d'avoir une stabilité de hanche très satisfaisante, ainsi qu'une récupération fonctionnelle rapide. Les voies d'abord dites antérolatérales, qui passent juste en arrière du tenseur du fascia lata, et non pas en avant comme nous, c'est la voie de Watson-Jones. Par principe, c'est une bonne voie d'abord, mais il existe par principe un risque d'usure de la berge antérieure du moyen fessier et également du petit fessier. Il existe un risque très théorique, mais généralement jamais retrouvé, d'atteinte du nerf glutéal supérieur, qui est la branche qui vient innerver le tenseur du fascia lata. Mais si cette branche est lésée, le patient se retrouvera avec une boiterie, enfin une paralysie du tenseur du fascia lata, et donc une déficit de la flexion de hanche. Les voies d'abord latérales, transglutéales ou trochantériques, donc ce sont des voies d'abord qui relèvent soit tout le tendon moyen fessier et petit fessier, donc l'affaiblissent par principe, et ces voies d'abord sont à risque d'une atteinte du nerf glutéal supérieur, mais dans ce cas de figure, non pas juste le rameau qui innerve le tenseur de fascia lata, mais à risque d'atteinte du rameau qui innerve le muscle moyen fessier lui-même. Auquel cas, les patients se retrouvent avec une boiterie de Trendelenburg définitive. Voilà, les voies d'abord trochantériques, de trochantérotomie, il y a risque de pseudarthrose si le trochanter ne construit pas après l'ostéotomie. Et les voies d'abord postérieures, je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a un risque de luxation postérieure, même s'il y a des artifices avec des choix d'implants à double mobilité qui permettent de diminuer ces risques de luxation. Voilà. On a une autre question de Madame Valette Émilie. Après une voie antérieure, quels sont les délais préconisés pour marcher sans canne anglaise? Ça dépend du patient. Ça dépend du patient. Ça dépend donc, c'est toujours pareil, ça dépend du patient, ça dépend de sa motivation, ça dépend de son équilibre. Alors là, le patient qui était dans la vidéo, le patient il a été opéré le matin, il marchait sans béquille l'après-midi et il voulait sortir. Si le patient a une bonne maîtrise de ses gestes, qui n'a pas de trouble de l'équilibre, que le risque de chute est maîtrisé, il peut remarcher avec prudence directement, hein.
Voilà. Cette voie d'abord intermusculaire, par principe, s'il n'y a pas de bloc loco-régional d'anesthésiant qui crée des paralysies volontaires musculaires, n'est pas censé affaiblir les muscles périarticulaires. Et donc, il n'y a pas de risque, a priori, de sidération musculaire. Ainsi, si les muscles sont bien toniques au décours de l'opération, le patient, par principe, s'il n'a pas de douleur et s'il se sent capable, en prenant des précautions, a l'opportunité de marcher avec ou sans béquille d'emblée et surtout, bien entendu, sans attelle de genou. Une nouvelle question de M. Barthes. En voie antérieure, la rééducation et gym préopératoire a-t-elle des bénéfices pour améliorer la convalescence du patient? Oui, absolument. Avant toute chirurgie orthopédique, avant toute chirurgie, la rééducation préopératoire est importante. Elle est importante car nos confrères kinésithérapeutes ont un rôle majeur d'information, parce que la chirurgie est un sport d'équipe, donc on ne peut rien faire si tous les partenaires sont pas investis. Donc, c'est toujours important au niveau de une rééducation de hanche préopératoire. Ça nous permet d'assouplir les hanches, en particulier par les voies antérieures, d'assouplir l'extension en cas de raideur en extension, un flexum de hanche, car l'on sait que la voie d'abord antérieure sera plus difficile à réaliser si le patient présente un flexum de hanche. D'autre part, notre collaborateur kinésithérapeute a également pour rôle un rôle de soutien psychologique et également d'information, avec apprentissage du béquillage en préopératoire, et également permet de rassurer le patient et d'un peu désacraliser cette chirurgie invasive pour pas que le patient arrive à reculons à l'hôpital. On vous remercie pour ces questions. S'il n'y a plus de questions, Rémi, je pense qu'on va pouvoir passer sur la deuxième intervention de M. Saubert, je crois. C'est ça, exactement. Super. On va demander au docteur de prendre le contrôle. Merci, M. Morin-Salou. Ouais, merci à vous. Merci, docteur Nicolas. De prendre le contrôle. Allez-y, docteur Saubler. Voilà. Autorisé. Et docteur, c'est moi qui l'ai là. C'est bon? Oui, oui. Allez-y. Et on vous écoute. Alors, comment je fais pour passer la diapo là? J'ai pas le. Vous cliquez sur. Ouais, allez-y. Ouais, mais j'ai rien pour le faire. Ah. J'ai pas la flèche là comme je l'avais habituellement. Là, c'est bon. C'est vous qui le faites? Allez-y. Et je vous suis. Allez-y. Allez, très bien. Bonsoir à tous. Merci de cette belle présentation, Nicolas. Et puis, donc, on va enchaîner sur une présentation un petit peu moins technique, mais peut-être un peu plus pratique, sur la prothèse totale de hanche et sport. Donc, peut-on faire du sport avec une prothèse totale de hanche? C'est certainement des questions ou une question que les patients peuvent vous poser ou vous ont déjà posé en consultation. Diapositive, s'il vous plaît. Alors, comme nous a dit Nicolas, donc la prothèse totale de hanche est une intervention qu'on pratique maintenant depuis très longtemps en chirurgie orthopédique. Elle a été qualifiée d'intervention du siècle et on se rend compte en fait que le nombre de chirurgies prothétiques de la hanche augmente au fur et à mesure du temps. Et là, vous avez des chiffres aux États-Unis où vous voyez qu'en 10 ans, le nombre de prothèses totales a été quasiment doublé. Et auparavant, les prothèses étaient mises en place chez des patients qui souffraient simplement pour leur permettre d'avoir moins mal. Et ces patients-là arrivaient un peu tardivement, d'ailleurs, souvent à l'intervention. Et on se rend compte maintenant que les gens y viennent de plus en plus tôt et de plus en plus jeunes, et que en fait, la gêne fonctionnelle, enfin la douleur est passée peut-être en secondaire, et c'est surtout la fonction qui est plus importante pour les patients. Et vous voyez donc ces chiffres aux États-Unis où entre 50 et 59 ans, la population représente à peu près 50% des prothèses mises en place. Je m'excuse, M. Saubler. Oui. Il y a un petit clic-clic, ça doit être un stylo ou quelque chose qui fait du bruit et voilà. donc qui... voilà. Je suis désolé de vous avoir coupé. Non, il n'y a pas de problème. Donc, en France, ces chiffres sont moins importants, mais augmentent aussi de la même manière. Et le nombre de patients jeunes augmente également. Diapositive, s'il vous plaît.
Voilà, donc quelles sont les attentes de ces patients qui se font opérer de la hanche? Alors la première des attentes, c'est effectivement de soulager la douleur. La deuxième attente, c'est de récupérer une mobilité parce qu'avec une arthrose, on se retrouve avec une diminution de la mobilité de l'articulation. Et on se rend compte qu'en fait, que la reprise des activités physiques représente la troisième attente des patients. Diapositive. À tel point que le retour aux activités sportives est le facteur à l'heure actuelle majeur de satisfaction après arthroplastie totale du sujet jeune et actif. Diapositive. Donc, quel est l'intérêt de la reprise d'une activité sportive? Donc, comme vous le savez, c'est l'amélioration de la masse musculaire, du tonus musculaire, de la mobilité articulaire et de la densité osseuse, mais également, elle permet une maîtrise du poids et un bénéfice cardiovasculaire, mais également aussi un bien-être psychologique. Diapositive. Alors, quels sont les risques de pratiquer du sport avec une prothèse? Alors, ces risques sont à peu près équivalents au sujet sédentaire, en fait, âgé, sédentaire. Donc, au niveau de la luxation et du risque de fracture de l'os autour de la prothèse. Mais il y a également un risque qui est un peu plus spécifique, c'est l'usure du couple de frottement. Le couple de frottement qui, en fait, comme nous l'a dit tout à l'heure, nous l'a montré tout à l'heure Nicolas, sur les prothèses que nous mettons en place, c'est la partie, le maillon faible, entre guillemets, de la prothèse, c'est la partie mobile de l'implant, la tête du fémur qui va aller s'emboîter dans la partie du bassin. Et le risque donc également, donc, après usure, de dessalement aseptique, qui a tendance à augmenter, surtout si on a des sports à impact. Diapositive. Alors, on a un très fort recul sur les prothèses de hanche, puisque ces prothèses sont mises en place depuis très longtemps. Et là, en fait, le gold standard, donc c'est la PTH Charnley, sur lequel on a le plus gros recul. Cette prothèse totale de hanche Charnley est en fait un couple métal polyéthylène, donc en fait une tige cimentée avec une tête métallique et un polyéthylène cimenté. Et vous voyez qu'on a des reculs quand même très intéressants avec des taux de survie de prothèses à 15 ans à 90% et jusqu'à 38 ans avec des tiges fémorales à 72% et des cupules acétabulaires à 54%. Diapositive. Alors, quelles sont les différentes alternatives que nous avons au niveau des couples de frottement? Donc, on a vu le couple métal polyéthylène, où vous voyez les taux d'usure sont de 0,2 mm par million de cycles. On peut mettre à la place du métal de l'alumine avec du polyéthylène, où on a une usure à peu près équivalente, légèrement moins. Mais en fait, le couple de frottement qui présente une usure la plus petite, la plus minime, c'est le couple dur-dur qui est représenté ici par l'alumine-alumine, comme Nicolas nous l'a montré tout à l'heure, avec des taux d'usure qui sont 100 fois moindres, ou le métal-métal qui n'est pas noté ici, mais qui peut être également utilisé. Diapositive. Donc alors, le problème de ces différents couples, c'est on rencontre des complications qui sont assez spécifiques à chaque couple de frottement. Le polyéthylène donne des granulums. Le métal qui a largement été utilisé après le polyéthylène, surtout dans les années 2000, on s'est rendu compte secondairement qu'il donnait en fait des métalloses ou des relargages de chrome et de cobalt dans l'organisme, voire des pseudo-tumeurs qu'on appelle les Alval syndrome. Et les premières céramiques, en fait, elles n'étaient pas très au point, elles cassaient. Diapositive. À tel point que Lavigne et Girard, dans le RCO de 2008, disaient que puisque l'usure des composants en fait, métal polyéthylène est directement liée au degré d'activité du patient, il semble logique de déconseiller aux sujets porteurs d'une prothèse totale de hanche avec ce couple de frottement de pratiquer des activités à mouvement répété de longue durée. En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'à l'heure actuelle, pour des patients jeunes, il faut éviter d'utiliser ce couple de frottement métal-polyéthylène. Diapositive.
Donc, quelles sont les alternatives que nous pouvons utiliser? Donc, les fabricants, les laboratoires ont essayé de fabriquer des polyéthylènes, plus résistants, donc polyéthylène hautement réticulé ou des polyéthylènes fabriqués sous vide ou enrichis en vitamineux. Mais on l'a vu, le couple de frottement qui s'use le moins, c'est le couple dur-dur, donc couple métal-métal, comme vous pouvez le voir ici, ou le couple céramique qu'on a sur la droite ici, avec des céramiques de 4e génération qui sont beaucoup plus résistantes et sur lesquelles on a quasiment plus de casse. Diapositive. Alors là, vous avez une recommandation en fait de la HAS qui a été dictée en 2013 par rapport au couple métal-métal. Donc, vu l'utilisation que les chirurgiens en ont fait dans les années 2000, on s'est rendu compte a posteriori que en fait, c'était un peu nocif ce couple métal-métal parce qu'il y avait des relargages de chrome et de cobalt dans l'organisme. Donc, du coup, la HAS a édicté des recommandations sur l'utilisation de ce couple de frottement. Donc, en fait, il ne faut plus les utiliser sur des têtes, sur des prothèses totales de hanche avec des têtes métalliques de plus de 36 mm de diamètre. On peut les utiliser dans certains cas sur des prothèses totales de hanche avec des têtes inférieures à 36 mm de diamètre uniquement chez des patients de moins de 50 ans ou des patients de moins de 70 ans désirant reprendre une activité sportive. Et il y a le cas particulier du resurfaçage. Le resurfaçage, en fait, on n'implante pas de tige fémorale, mais en fait, on resurface la tête du fémur et on met une cupule métallique en face. Et donc, ce resurfaçage doit être réalisé uniquement chez un homme non ostéoporotique, avec une tête fémorale qui a un diamètre supérieur à 48 mm, et chez un patient de moins de 50 ans qui pratique des sports ou qui a un travail de force. Et la pose de ces prothèses nécessite une surveillance annuelle avec mesure du chrome et du cobalt dans le sang. Diapositive. Alors, pour notre part, Nicolas vous l'a expliqué tout à l'heure, pour les patients jeunes et sportifs, nous avons pris la décision d'implanter des prothèses totales de hanches. Alors, on les implante dans la majeure partie du temps sans ciment et nous utilisons un couple alumine-alumine. Ces prothèses donc, sont mises en place, il nous l'a expliqué Nicolas, avec une planification tridimensionnelle qui a pour but en fait de se rapprocher au mieux de l'anatomie du patient. Et cette planification tridimensionnelle nous aide en fait dans notre pratique quotidienne, et on se rend compte que dans certains cas, les prothèses qui sont à notre disposition ne conviennent pas à l'anatomie du patient, car la tension musculaire après la mise en place de cette prothèse ne sera pas forcément suffisante pour que la prothèse ait une bonne stabilité. C'est ce qu'on appelle l'offset fémoral. Et dans ces cas-là, ou alors quand on a des problèmes, comme nous l'a montré tout à l'heure Nicolas, de conformation anatomique, on est obligé d'utiliser une tige à ce moment-là qu'on fait fabriquer sur mesure. Donc nous implantons donc ces prothèses par voie d'abord antérieure, donc qui est la voie d'abord intermusculaire, la mini-invasive de référence, qui nous permet d'avoir une récupération fonctionnelle plus rapide. Voilà, donc diapositive. Donc on va faire une petite revue de la littérature sur le sport et prothèses. Donc un d'articles que j'ai sélectionné, le premier article, c'est en fait un article qui est tiré du journal of Arthroplasty. C'est en fait un consensus de la HKS qui est l'Association américaine de chirurgiens de la hanche et du genou. Donc c'est un consensus qui a été donné en 2007. Il se base en fait sur un avis subjectif de 549 chirurgiens. Diapositive. Alors, voilà, ces chirurgiens en fait ont classé les différentes activités sportives en fonction au milieu du niveau d'impact qu'elles peuvent avoir. Et par rapport à ça, ils ont donné des recommandations pour savoir si les patients pouvaient reprendre ou pas ces activités sportives, ou certaines recommandations peuvent être liées à l'expérience que le patient pouvait avoir au préalable
sur cette activité sportive. Et on se rend compte que les activités à impact élevé, certaines activités à impact élevé sont non autorisées, tandis que d'autres à impact faible sont autorisées et certaines sont autorisées moyennant l'expérience préalable du patient. Diapositive. Donc voilà, les activités qui sont autorisées donc, sont des activités comme le golf, la marche, la natation, le tennis en double. Les activités autorisées avec expérience, c'est le ski alpin, le ski de fond, le pilate, et certaines activités sont non autorisées, c'est sur toutes les activités sportives à impact ou pivot. Et certains, ben, en fait, ils sont indécis sur les arts martiaux et le tennis en simple. En tout cas, les auteurs préconisent un retour aux activités sportives pas avant 3 mois, entre 3 et 6 mois en fait, pour laisser en fait le temps à la prothèse de s'intégrer dans l'os et aux formations capsulaires de cicatriser correctement. Diapositive. Alors, dans la deuxième étude, c'est une étude en fait qui a comparé les risques de complications, notamment la luxation et les risques de fracture périprothétique, entre une population de sportifs et de sédentaires, et on se rend compte en fait qu'il n'y a pas de différence significative sur ces deux risques, comme on l'avait vu tout à l'heure, mais qu'il y a un risque en fait plus important de désellement ou d'usure du polyéthylène chez des patients qui pratiquent des sports ou haut niveau d'activité ou des sports à impact. Diapositive. Donc les auteurs en fait insistent sur la réalisation d'un programme de réentraînement et d'un bilan de reprise avant la reprise des activités sportives. Donc ces activités doivent être reprises quand les amplitudes articulaires sont suffisantes et pas avant 3 mois pour permettre à la cicatrisation des formations capsulaires de se faire correctement pour diminuer les risques de luxation, avec un renforcement musculaire spécifique des fessiers, du droit antérieur et du psoas. Pour la voie antérieure, un renforcement des abducteurs et rotateurs internes. Pour la voie postérieure, un renforcement des abducteurs et rotateurs externes. Diapositive. Il faut également faire un travail proprioceptif avec des sauts, réception de sauts, des changements de direction rapides et également un bilan d'endurance cardiovasculaire avant la reprise. D'où l'intérêt donc de la collaboration avec un médecin du sport et une équipe de kiné, un centre de kinésithérapie. Diapositive. Donc, en conclusion de cette étude, il est évident que l'usure du polyéthylène est corrélée au niveau d'activité sportive, mais la littérature diverge sur les conséquences cliniques et les complications, notamment de luxation, fracture et d'ostéolyse. Et il semblerait que dans la littérature, que la survie des implants diminuerait avec les sports à haut niveau d'impact. Diapositive. Alors, la troisième étude est une étude en fait qui avait pour objectif l'analyse du retour au sport des patients opérés de prothèse totale de hanche et de prothèse totale de genou 5 ans après. Donc les auteurs ont pris 809 patients, parmi eux 420 prothèses de hanche. C'est une étude multicentrique. Donc pour les résultats, donc on se rend compte en fait que les patients qui pratiquaient du sport avant douleur sont à peu près équivalents dans les deux groupes, hanches et genoux, que la pratique du sport avant l'intervention était également à peu près équivalente entre les prothèses de hanches et de genoux. Néanmoins, le retour aux activités sportives après 5 ans après chirurgie est un peu plus importante chez les patients porteurs d'une prothèse de hanche par rapport aux prothèses du genou. Diapositive. On se rend compte également qu'il existe encore des patients douloureux 5 ans après la mise en place de la prothèse de hanche et de la prothèse de genou, avec une augmentation des douleurs, surtout chez les patients porteurs d'une prothèse du genou. En fait, la discussion des raisons, les raisons évoquées par les auteurs du non-retour au sport chez les patients non ou peu douloureux, c'est qu'en fait, ils avaient 5 ans de plus, donc ils étaient plus âgés. Ils avaient une certaine inquiétude d'une articulation artificielle
Et il y avait également les restrictions que les chirurgiens leur avaient données par rapport à leur prothèse. Diapositive. La quatrième étude, en fait, est une étude qui a comparé la reprise des activités sportives dans deux groupes différents. Un groupe de prothèse totale avec un couple métal-métal et un autre groupe de resurfaçage. Donc pour ça, en fait, on a 71 prothèses totales de hanche contre 81 resurfaçage. C'est une étude prospective randomisée avec un suivi moyen de 27 mois. La voie postérieure de Moore était la voie qui était utilisée dans les deux groupes, donc avec une prothèse totale de hanche métal-métal avec une tête 28 et un resurfaçage, et les questionnaires de satisfaction sont notés en bas. Diapositive. Donc, on se rend compte en fait qu'il y a une supériorité du resurfaçage par rapport à la prothèse totale de hanche simplement sur le score d'activité globale à 1 an, certainement lié à l'effet grosse tête qui entraîne une meilleure stabilité de la hanche ou une meilleure proprioception. Néanmoins, il n'y a pas de différence significative sur le resurfaçage et la prothèse totale de hanche en ce qui concerne le reste, c'est-à-dire le niveau de douleur, le niveau de satisfaction et les scores de hanche. Diapositive. Donc la dernière étude est une étude qui sort du service du professeur Argenson, où en fait, là, ils ont comparé deux groupes, un groupe de sportifs grand impact et un groupe de sportifs faible impact, avec des prothèses totales de hanche sur un couple alumine-polyéthylène. Donc, ce n'est pas encore de l'alumine-alumine, alumine-polyéthylène, avec un suivi moyen de 11 ans. Diapositive. Et on se rend compte, là aussi, que dans les sports à grand impact, on se retrouve avec une usure plus importante qui est quasiment plus du double du polyéthylène 0,14 mm contre 0,006 mm par an, avec des taux de survie qui diminuent en fonction donc de l'impact du sport, et des taux de décèlement, des taux de survie pardon, qui augmentent qui diminue, excusez-moi. Et des taux de dessalement qui augmentent en fonction du niveau d'impact du sport. Diapositive. Donc, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est qu'on opère de plus en plus de prothèses totales de hanche, qu'on opère en fait dans ces patients-là des patients qui ont une demande fonctionnelle de plus en plus importante, avec une volonté de reprise des activités sportives, que le taux de retour au sport est très variable. En fait, il dépend souvent du patient et de son désir de reprise du sport. Il varie de 50 à 95% suivant les populations sélectionnées, que les données de la littérature convergent tous vers un taux de survie qui diminue si le sport est à impact élevé, mais on manque encore de recul, surtout sur les couples récents, comme le couple alumine-alumine. En tout cas, il ne faut plus utiliser à l'heure actuelle de polyéthylène conventionnel sur ces patients jeunes qui désirent reprendre une activité sportive, car ça va entraîner des usures très précoces et des changements précoces d'implants. Il faut retenir également que certaines activités sportives sont à déconseiller. Alors, on le dit volontiers aux patients, hein, mais les patients, en fait, ils font un peu ce qu'ils veulent. Et c'est peut-être aussi grâce à ça qu'on se rend compte qu'on peut reprendre beaucoup plus de sport que ce que l'on pense, parce que, en fait, les patients bravent ce que les chirurgiens leur disent. Et diapositive. Je voulais terminer donc sur ce cas, en fait, qui est un patient de 46 ans, donc, qui a été opéré il y a 8 ans à droite. En fait, c'est un ancien sportif skieur professionnel qui a été opéré à droite il y a 8 ans d'une prothèse de resurfaçage avec un excellent résultat. Il a arrêté, bien évidemment, le ski au niveau professionnel, mais il a une agence
où en fait il s'occupe donc de faire de l'héliski et de faire des reportages de ski extrême. Il est également testeur de ski. Alors moi, je l'ai pris en charge pour ma part sur sa hanche gauche, où j'ai mis en place une prothèse totale de hanche que j'ai dû faire fabriquer sur mesure parce qu'il avait un offset fémoral un peu important. Donc c'est une prothèse sans ciment en couple alumine-alumine que j'ai mis en place par voie antérieure il y a 2 ans. Et on le voit là à droite, sur la photo de droite, je ne sais pas si vous le voyez, c'est celui complètement à droite. Et donc il a pu reprendre une vie normale et le cours de la vie pour lui n'a pas changé. Alors lui, il pratique du ski hors piste par contre, ce qui n'est pas forcément conseillé avec une prothèse de hanche. Mais bon, il se débrouille très bien, ça fait déjà 2 ans. Fait 10 ans pour sa hanche droite et 2 ans pour sa hanche gauche, et tout va bien pour lui. Voilà, tout ça pour conclure sur cette présentation. Je vous remercie. Monsieur Sobler, nous avons des questions. Oui. Donc, une question de Monsieur Barthes. La question d'un retour au sport est-elle pour vous d'orienter les patients vers les sports adéquats avec l'intervention? Alors, ce qui ne doit pas être facile car le sportif est souvent dur à gérer. Alors, en fait, tout dépend de la motivation des gens déjà. Et puis, en fait, les gens qui pratiquent du sport avant la mise en place d'une prothèse et qui veulent justement continuer une activité sportive, parce que les demandes actuelles, c'est souvent ça hein, chez des patients sportifs, c'est pas tant parce qu'ils ont mal et qu'ils peuvent plus marcher, c'est surtout parce qu'ils n'arrivent plus à pratiquer leur activité sportive. Donc, c'est une demande qui est quand même beaucoup plus précoce, on va dire, que ce qu'elle pouvait être auparavant. Donc, ces gens-là, moi, je leur déconseille pas. Lui, par exemple, je pouvais pas, de toute manière, je pouvais pas lui déconseiller, sinon il pouvait plus vivre. Hein. C'était son boulot, c'est sa vie, le ski, donc il a toujours fait ça. Donc, c'est difficile de se mettre à l'encontre du patient, d'autant qu'il est motivé. Alors après, je pense qu'il faut l'orienter. Donc, la reprise des activités sportives, elle ne peut pas se faire tout de suite, ça c'est sûr. Hein. D'abord, on a le problème de cicatrisation du site opératoire, de la capsule articulaire, l'intégration des implants, hein, parce qu'on utilise chez ces patients jeunes des prothèses sans ciment, donc qui ont une durée de vie bien meilleure. Donc il faut le temps que ces implants se fixent avant de pratiquer des sports à impact, quoi, hein. Sinon, il y a des risques de fractures qui sont très importants, notamment au niveau du fémur. Et puis après, je pense qu'avec un programme de réentraînement et de la rééducation, ils peuvent reprendre des activités sportives, même des activités sportives un peu extrêmes. Une deuxième question. Y a-t-il des sports qui peuvent être repris en premier et à partir de quelle période? Alors, en fait, oui. Alors déjà, on a vu tout à l'heure le patient de Nicolas qui, l'après-midi de l'intervention, se mettait à marcher sans canne. Alors, marcher sans canne avec une prothèse de hanche sans ciment, c'est bien, on peut le faire, mais je pense que le mieux, c'est quand même de marcher avec une canne pendant les 15 premiers jours. Donc ensuite, on commence la rééducation. Donc pendant la rééducation, on peut commencer à faire des activités comme le vélo d'appartement. Ça fait partie des premières choses qu'on peut reprendre sans risque. Donc ensuite, comme la marche également peut être reprise sans risque. Après, les activités un peu plus contraignantes pour l'articulation nécessitent, comme je vous l'ai expliqué, l'intégration de la prothèse et la cicatrisation capsulaire. Donc ça, il faut quand même attendre un peu plus, minimum 3 mois, voire un peu plus. Il faut qu'il n'y ait plus de phénomènes douloureux, qu'on ait récupéré des amplitudes articulaires correctes et un tonus musculaire correct. Donc voilà, donc c'est variable en fonction du temps. Une dernière question. Que dire à un patient qui veut absolument reprendre la course à pied? Eh ben, c'est un peu la même question que tout à l'heure, la même réponse que je vous ferai. Si c'est un patient qui avait l'habitude de courir et qui courait régulièrement, on ne pourra pas l'en empêcher. Donc, il faut quand même lui parler des risques liés à l'usure de sa prothèse, bien que avec des couples alumine-alumine, on n'a pas le recul suffisant pour parler d'usure, hein, puisque c'est un couple qui est très résistant.
Donc, oui, je lui dirais, ben oui, vous pouvez reprendre la course à pied. Voilà, on vous remercie pour vos réponses, Monsieur Sobler. Je vous en prie. Et Rémi, je pense qu'on va, s'il n'y a plus de questions, on va passer à la troisième intervention. C'est ça, avec le docteur Le Gall. Le Gall. Docteur, ouais, si vous pouvez prendre le contrôle du document. Bonsoir à tout le monde. Merci à Nicolas, Jean-Marc et puis à vous, Rémi, Gann, de nous avoir invités à ce topo. J'ai pris la commande, donc ça veut dire que j'appuie ici peut-être. Vous êtes... Voilà. Donc je vais vous parler de la pubalgie là. Donc on va changer un petit peu de sujet. Il y a quelques pubalgies qui se font opérer, à peu près 10 à 15% des pubalgies selon les séries. Mais on est surtout dans le domaine du médical. Alors là, la pubalgie, c'est idiot à dire, mais enfin, c'est une douleur de la région pubienne. Alors c'est intéressant parce que quand on veut faire la différence entre les formes cliniques et les diagnostics différentiels, en fait, la pubalgie, c'est une douleur qui tourne autour du pubis. Si on prend un plan vertical, un plan frontal, en fait, on est sur une zone de 3 à 4 cm² à peu près, avec une articulation, une symphyse pubienne, et puis un pubis droit, un pubis gauche, l'insertion des muscles de la paroi abdominale à la partie supérieure et l'insertion des adducteurs. Donc autour d'une zone de 4 cm² à peu près, ce qui est intéressant parce qu'il y a beaucoup de douleurs qui sont irradiées depuis la hanche, depuis la région, la face antérieure de hanche, le psoas, etc. Mais définir une pubalgie, en fait, c'est une douleur de la région pubienne, donc finalement, le diagnostic n'est pas très compliqué en soi. Ce qui est plus compliqué, c'est la forme clinique et de faire la part des choses de faire le distinguo avec des diagnostics différentiels. C'est une pathologie du sportif. Quand on parle de pubalgie, on pense au sportif. On peut imaginer qu'un travailleur de force qui a une grosse activité physique sur son lieu de travail peut développer une pubalgie, mais enfin, en grande majorité, on pense aux sportifs quand on parle de pubalgie. C'est le plus souvent micro-traumatique, c'est-à-dire que c'est une entrée dans la douleur de façon très progressive, mais par moment, enfin, entre autres sur les formes inguinales, on se rend compte que de temps en temps, le sportif vous décrit un début d'entrée assez aigu ou subaigu, avec un geste très précis qui a déclenché la douleur, auquel cas on peut peut-être penser éventuellement dans ces cas-là, quand c'est des formes inguinales, à des lésions aiguës du canal inguinal, une petite déchirure qui va démarrer en fait la pathologie. Alors, pour parler de pubalgie, il faut juste avoir quelques notions de biomécanique. Je vais être très rapide là-dessus. La face intérieure du bassin est sous la dépendance de deux grands groupes musculaires, les adducteurs et les abdominaux. Alors, les adducteurs, ils sont au nombre de 5. Je ne sais pas si vous les voyez très très bien. Là, il y en a un qui n'est pas un adducteur, c'est l'obturateur externe, il n'est pas adducteur. Il y a 5 adducteurs en tout. Il y a le pectiné qui va s'insérer sur la branche la branche iliaque iliopubienne. Et puis, il y a 3 muscles adducteurs en dessous, là, le grand adducteur, le court adducteur et le long adducteur. Le 5e, qui n'est pas sur l'image, c'est le droit interne, le gracilis, en fait. Et tous ces muscles adducteurs vont s'insérer autour de la région pubienne. Le plus important dans la liste, c'est le long adducteur. C'est celui que vous avez sous la peau quand vous palpez le pubis et quand vous palpez les adducteurs. C'est celui qui s'insère juste à proximité de la symphyse pubienne sur le pubis. Et c'est lui, on verra tout à l'heure, qui peut être l'objet de déchirure ou d'un geste chirurgical. Les muscles de la paroi abdominale, alors ils sont au nombre de 4, ça c'est important. Il y a les grands droits, donc qui sont tendus à la verticale, depuis le sternum, la 5e, la 6e côte, et qui descendent sur le pubis. Bon, c'est des muscles, quand ils sont très développés, qui sont à l'origine des tablettes de chocolat là, pour les adeptes. Et puis sur la paroi latérale, vous avez 3 muscles qui sont importants. Il y a un muscle qui est très important depuis de longue date, c'est le transverse de l'abdomen. C'est le plus profond des 3 muscles de la paroi latérale. C'est celui qui vous permet de rentrer le ventre. Quand vous allez avoir un travail, ça va être un des premiers exercices que vous allez proposer à un sujet atteint de pubalgie, ça va être de rentrer le ventre et travailler sur sa respiration abdominale. Le muscle transverse est très important, avec des fibres horizontales. Et puis après, donc c'est le plus profond des trois muscles de la paroi latérale. Ensuite, vous avez le petit oblique, qui lui est en éventail. Vous l'avez dans cette ici, là, qui est un éventail et qui va s'insérer donc sur la partie haute du pubis, avec un tendon conjoint avec le transverse. Et puis le dernier, le plus important, on dira, en termes dans la rotation, c'est le grand oblique de l'abdomen, ou oblique
externe, parce que c'est celui qui est le plus superficiel des 3 muscles de la paroi latérale, et qui lui aussi va s'insérer au niveau du pubis, et il va définir la paroi, en fait, l'orifice inguinal superficiel. Et puis rapidement, je ne vais pas m'étendre, je ne vais pas en faire très long sur le canal inguinal, mais c'est une zone qui est importante de connaître d'un point de vue anatomique. On sait tous palper un canal inguinal chez un sujet de 50-60 ans qui présente une hernie, hein, avec un doigt qu'on va coiffer du scrotum et on va aller chercher le canal inguinal. Mais on va aller palper en fait l'orifice superficiel de ce canal inguinal qui chez l'homme détermine le passage du cordon spermatique, donc qui est important. Quand on va le palper, on va aller palper donc le pilier médian, le pilier latéral. On va toucher, on sait où on est puisqu'on a le cordon spermatique sous le doigt. Et en fait, on va essayer de voir si ce canal inguinal est ouvert ou fermé. Donc, ce sera une notion qui va être importante dans l'examen du sujet pubalgique. Donc, je vous l'ai dit, une biomécanique donc, sous la dépendance de 2 grands groupes musculaires, et puis la synergie d'action, elle est indispensable. Vous êtes obligé, quand vous avez des contraintes mécaniques qui sont importantes à ce niveau-là, d'avoir des adducteurs béton, c'est pas le terme, mais qui soient très toniques, qui soient souples et qui soient résistants en termes de force musculaire, excentrique surtout, et vous avoir une sangle abdominale digne de ce nom, avec un travail important à ce niveau-là. Alors la pubalgie, c'est 4 formes cliniques, tout le monde ne peut ne pas être d'accord. J'ai participé, écoutez, il y a peu de temps, un webinaire sur la pubalgie avec autour de l'équipe de Clairefontaine. Et en fait, les anglo-saxons ont essayé de mettre dans ces formes de pubalgie la forme du psoas, la bursite du psoas, alors que comment mécaniquement et d'un point de vue anatomique, en fait, on n'est pas du tout sur la zone de la pubalgie, donc ça porte à discussion. Moi, personnellement, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Mais ce qu'on peut retenir, c'est les 4 formes pubalgiques. La tendinopathie des grands droits, alors qu'on trouve chez le tennisman, par exemple, qui avec le service, la répétition des services, des smash, le volleyeur, entre autres, ou chez le sujet qui est un adepte de la salle et qui va faire un travail très important de renforcement des abdominaux dans l'axe, et auquel cas il a le droit de développer une tendinopathie des grands droits. La deuxième forme, c'est l'insuffisance pariétale. Ça va être important, c'est ce qu'on va palper, donc ce qu'on va aller chercher avec l'examen du canal inguinal. La forme suivante, c'est la forme articulaire, donc l'articulation entre les 2 pubis, c'est la symphyse pubienne, et très fréquente chez le footballeur, avec une ostéoarthropathie pubienne microtraumatique. Là, vous avez des images radiologiques qui sont importantes et une douleur à la palpation de cette symphyse et des pubis. Et puis l'autre forme, c'est la forme basse, c'est l'anthésopathie des adducteurs. Quasiment le seul muscle qui soit concerné, c'est le long adducteur. C'est celui, donc, encore une fois, qu'on a sous le doigt quand on palpe les adducteurs et l'insertion sur le pubis, c'est le long adducteur que vous avez sous le doigt. C'est celui qui est la source des lésions. Les diagnostics différentiels, donc il y en a 3, il pourrait y en avoir d'autres. L'atteinte du psoas iliaque, donc les anglo-saxons mettent cette forme dans les pubalgies. Personnellement, si vous testez un psoas, anatomiquement, on n'est pas du tout sur le pubis. Voilà, vous allez faire un diagnostic de bursite ou de pathologie de ce muscle sur la face antérieure de la hanche. Le conflit de hanche, alors ça c'est un diagnostic important parce que l'irradiation de la pathologie de la coxopathie, comme vous en parliez juste avant là, pour les prothèses, en fait c'est une douleur à la face antérieure de hanche et l'irradiation à la face antérieure de la cuisse, en interne également, et puis sur certaines formes vous avez une douleur clairement qui se rapproche de la zone de la pubalgie. Donc le conflit de hanche, là, il est très important à différencier d'une pubalgie. Et puis un autre diagnostic différentiel, c'est la fracture de fatigue du bassin, qui concerne essentiellement les femmes, plutôt sur un profil de marathonienne, de course à pied et de charge de travail importante en course à pied, avec des taux de masse grasse qui sont faibles et des risques de fracture de fatigue sur des tableaux ostéoporotiques en toile de fond. Alors l'épidémiologie, la pubalgie, on entend souvent parler chez le footballeur. En fait, c'est pas tous les sports sont concernés, ça c'est de principe. Hein. Il n'y a pas une pubalgie, il n'y a pas que le footballeur qui est concerné. Tous les sports sont concernés, le cycliste, le coureur à pied, le rugbyman, le nageur, etc. Et par contre, ce qui est vrai, c'est que c'est une pathologie qui est quasi exclusivement masculine. Il y a de très rares cas de pubalgie chez la femme. Pour avoir fait ma thèse sur le sujet,
On retrouvait les quelques cas, c'était les 3 cas sur, je crois que c'était 1% des pathologies étaient faites chez la femme. C'est des fractures de fatigue essentiellement du cadre obturateur et un cas de mémoire du pubis. Alors c'est dû entre autres à la forme du bassin très certainement, au fait qu'il n'y ait pas de canal inguinal chez la femme, ce qui règle le problème. Dans cette zone du canal inguinal chez l'homme et chez la femme, vous avez l'insertion du ligament rond de l'utérus. Le fait aussi que les femmes soient moins hyperlordosées que les hommes. Alors, on va voir tout à l'heure que l'hyperlordose est un facteur de risque associé d'augmentation des contraintes mécaniques sur le pubis. Elles sont beaucoup plus souples, il y a moins de limitations articulaires, et donc l'ensemble fait que c'est quasiment une pathologie de l'homme. Voilà, les facteurs de risque, donc l'hyperlordose, l'antéversion du bassin et la limitation de la rotation interne de hanche, ça c'est le morphotype du footballeur. Vous allez pouvoir le retrouver dans d'autres sports. L'hyperlordose, ça a été montré il y a très très longtemps par Delmas, c'est le sujet sportif naturellement hyperlordosé. Tous les sportifs ne le sont pas, mais naturellement il est hyperlordosé. Et mon patron, quand j'étais à Rennes pour mon internat, lui avait fait lui aussi beaucoup bossé sur la pubalgie. Et il avait fait des études sur le cadavre. Et il avait été démontré que dès lors que l'hyperlordose, vous augmentiez la lordose lombaire, vous augmentiez les contraintes mécaniques. Ça a été mesuré sur cadavre avec des jauges de contraintes. Vous augmentiez les contraintes mécaniques sur le pubis. Donc, hyperlordose, antéversion du bassin, ça va ensemble. Limitation de la rotation interne de hanche, ça va avec. Et ça, c'est un facteur de risque important. Le déficit de force des adducteurs et les déficits du transverse et des obliques, insuffisance de la paroi abdominale, ça s'est été retrouvé dans beaucoup d'études. Et c'est intéressant et c'est important à savoir, évidemment, parce que c'est un des moteurs de la rééducation que vous allez mettre en place et de la prévention que vous pourrez mettre en place dans les groupes de sportifs quand vous avez en charge un groupe professionnel, football, rugby ou autre. Et puis ce qu'on trouve dans les études aussi, c'est une masse grasse élevée. Ça, c'est valable quasiment pour toutes les pathologies. L'âge, sur des populations de footballeurs, vous aurez plus de pubalgie entre 28 et 32-33 ans à la fin de carrière qu'à 20 ans ou 22 ans. Ou alors à ce moment-là, vous êtes sur des pathologies souvent congénitales, type insuffisance de la paroi abdominale avec des orifices hernières béants, augmentés. La raideur globale, ça c'est important, ça va être un des éléments aussi du travail que les kinés auront à faire et que vous allez pouvoir proposer en prévention. Raideur du psoas, ischios jambier, vous les prenez tous un par un, pyramidal, droit fémoral, je n'ai pas cité les fessiers, mais on pourrait les mettre aussi. Et puis un autre élément, alors ça c'est important, l'interface entre chaussures et sol. C'est important parce que dans la rééducation, on va beaucoup travailler les adducteurs, on va beaucoup travailler les muscles de la paroi abdominale, on va travailler les mobilités, puis on va beaucoup travailler aussi la proprioception. Et en fait, cette notion d'interface entre chaussures et sol fait intervenir la notion de proprioception. Et dès lors que vous n'avez pas de bons appuis, des appuis maîtrisés, on va dire, vous êtes sujet à des contraintes exagérées dans cette région. Alors, ce qu'on dit beaucoup pour la pubalgie, en fait, un sujet qui se cramponne correctement et qui est habitué à jouer sur des terrains gras ne sera pas plus à risque qu'un sujet qui sera bien cramponné, qui jouera sur des terrains synthétiques. Et en fait, c'est le passage entre les deux souvent qui peut être à l'origine de lésions, de contraintes mécaniques exagérées, parce que le sujet a besoin d'un temps d'adaptation à la surface. Et on retrouve souvent ça actuellement, entre autres dans le football, et surtout dans le sud, avec beaucoup de terrains synthétiques et de temps en temps des terrains gras à cette saison, hors Covid, hein, évidemment. Alors, quelle est la prise en charge d'un sujet pubalgique? On va noter ses antécédents, évidemment. On va savoir s'il a été opéré ou non d'un canal inguinal, hein, par exemple à 1 an et demi, hein, une hernie inguinale. On a ça de temps en temps dans les dossiers. On a aussi un sujet éventuellement qui est opéré d'une vraie pubalgie, d'une pubalgie du sportif, on va dire 1 an, 2 ans ou 5 ans après, qui se plaint toujours. J'évacue tout de suite le problème des soins dentaires, parce que c'est un truc qui tourne depuis longtemps et qui est bien vrai. On le fait de façon systématique dans les groupes de sportifs que l'on suit. Il faut toujours avoir en tête et poser la question, au même titre que la nutrition, savoir quelles sont les habitudes alimentaires du sportif, avec éventuellement des terrains acides qui peuvent être source de tendinopathie chronique ou de souffrance ou d'acidité en fait au niveau des tendons. Mais les soins dentaires, ça c'est un truc qui est simple à demander. Vous avez des sportifs de haut niveau, même au plus haut niveau, qui se trimballent des caries, des abcès dentaires et qui répugnent à aller chez le dentiste.
Il suffit presque des fois de régler ce type de problème pour régler le problème d'une pubalgie, d'une tendinopathie d'Achille, parce que c'est valable pour tous les tendons. Les signes fonctionnels sont importants, le rythme de la douleur, l'intensité évidemment. Bon, ça c'est pour savoir où on en est de la pubalgie. Entre le début de la pubalgie, vous avez des douleurs juste pour un footballeur sur les passes de l'intérieur du pied au niveau d'un adducteur ou sur une remise en touche. Et puis celui qui est à un stade chronique et qui est incapable de se relever d'un fauteuil, d'un siège, d'un canapé sans avoir mal. Là, évidemment, celui-là, il va avoir mal quasiment au quotidien, dès qu'il va commencer à trottiner jusqu'à la fin de l'entraînement, et ça va augmenter les douleurs. Donc le rythme et l'intensité de la douleur, évidemment, sont importants à noter. Les gestes, remise en touche, passe de l'intérieur du pied, celui qui est gêné rien qu'à la course, rien qu'au travail de course, évidemment, est dans un stade beaucoup plus évolué que celui qui n'a mal quand il fait des passes de l'intérieur du pied. Tout éternuement, c'est classique pour la partie abdominale, la partie de l'origine inguinale de la pubalgie. Alors, l'examen clinique, systématiquement, mais c'est valable pour toutes les pathologies, que ce soit un tendon d'Achille, une hanche, une pubalgie ou un genou, je démarre toujours par un bilan morphostatique en mettant le patient sur un podoscope pour voir ses empreintes. On note s'il y a un génuvarum ou pas. On note s'il y a une bascule du bassin, une inégalité de longueur des membres inférieurs. On regarde le rachis aussi, les courbures rachidiennes, lordose, pas de lordose, la mobilité du rachis. Ça c'est un élément important. On n'a jamais réglé un problème de pubalgie avec une paire de semelles, à mon sens, mais ceci dit, si au cours de l'examen, vous notez qu'il y a un vrai trouble morphostatique, des pieds creux, une inégalité de longueur des membres inférieurs avec une vraie bascule du bassin, vous avez le droit de proposer en complément un bilan postural et une paire de semelles. Le testing musculaire, il est important, donc tous les muscles sont attestés, droit fémoral, psoas, adducteur, abdominaux, rotateur interne, externe, comme obturateur externe, interne. Il y a des dossiers comme ça qui traînent avec des déchirures de l'obturateur externe qui en imposent pour des douleurs pubiennes. Donc tous les groupes musculaires sont attestés. Quand on parle de la vraie pubalgie, entre guillemets, qui va toucher l'adducteur et la symphyse et la paroi abdominale, évidemment que le testing des abdominaux adducteurs est important. Ce qui est important à savoir aussi, c'est que dans la pubalgie, vous avez souvent, dans la moitié des cas, les trois formes sont intriquées. Ça peut être très compliqué de savoir si c'est une forme inguinale, une forme haute, une forme articulaire ou une forme basse. Auquel cas, voilà, une fois sur deux, vous avez une vraie souffrance des adducteurs, une vraie souffrance de la paroi abdominale, mais régulièrement, vous avez des formes intriquées. Ce qui va être important de noter. Les mobilités articulaires sont importantes, au rachis, sacro-iliaque, mais au niveau des hanches aussi. Ça va être un travail important pour le kiné, et ça va être dans le diagnostic différentiel très intéressant à noter. La palpation, évidemment, est importante, point douloureux. Régulièrement, moi, je demande au patient de me dire où il a mal et de me dire de faire la palpation lui-même dans un premier temps, parce que c'est une zone qui n'est pas forcément très agréable pour un patient qui n'en a pas l'habitude. Appuyer sur un pubis, sur une symphyse pubienne, on peut facilement déclencher des douleurs. Donc le patient lui-même peut vous dire vous orienter là où il a mal. Et puis je termine toujours l'examen par l'examen des canaux inguinaux. Alors il faut en avoir un petit peu l'habitude, mais bon, je pense qu'on sait tous le faire. On va palper donc et on va coiffer l'index du scrotum et on va aller palper les canaux inguinaux. Alors certains le font l'examen debout. Personnellement, je le fais toujours en position allongée. Le sujet est relâché, les repères. Moi, j'ai mes repères comme ça. J'interdis à personne de le faire debout. Je sais que certains le font debout. Et puis, ce qui est important sur le canaux inguinaux, on va voir s'il y a une douleur à la palpation des piliers, médian et latéral. On va voir si on est capable de mettre. Normalement, un canal inguinal, on ne met pas un index dedans, hein, logiquement. Il y a juste le cordon spermatique qui doit passer. Et en fait, on ne doit pas pouvoir y mettre un index. Quand on met un index dans le canal inguinal, c'est déjà beaucoup. Quand on est capable d'en mettre deux, enfin on serait capable d'en mettre deux plutôt, là on est quasiment au stade où on peut se poser la question d'envoyer directement le patient chez le chirurgien, et ça arrive régulièrement. On va noter l'impulsivité aussi à la toux, ça c'est un élément important, savoir si oui ou non on a l'impression que l'abdomen, enfin le tube digestif en dessous ne demande qu'à faire hernie. Et rappelez aussi une chose, on n'est pas du tout sur un stade de hernie, c'est très très rare les joueurs, c'est possible, moi j'en ai en tête qui jouent depuis au moins 15 ans au plus haut niveau avec une hernie inguinale, mais on est quasiment jamais sur des hernies, on parle d'états pré-hernières avec des canaux inguinaux qui sont ouverts, béants, selon la terminologie, et qui ne demandent en fait qu'à faire hernie.
On est souvent sur enfin, la plupart du temps, on est sur des états pré-herniaires. Bon, les examens complémentaires qu'on peut demander, radiographie, alors il faut les demander si on pense que ça va changer quelque chose. Je pense que c'est toujours très intéressant d'avoir un bassin de face, un rachis ouvert face profil. Alors surtout chez l'enfant, pour éliminer les pathologies de croissance et les ostéochondroses, ça va être important. Il y a des pathologies associées. Il y a dans les années 80, il y en a un qui avait décrit le syndrome spondylopubien. Ça va avec le morphotype. En fait, l'hyperlordose, une lordose exagérée au niveau lombaire et une souffrance pubienne, ça va ensemble. Et il avait décrit en fait l'association de spondylolisthésis avec des pubalgies. De savoir comment sont les disques n'est pas forcément inintéressant quand le kiné va devoir s'occuper de son patient. Alors l'échographie, elle est très intéressante pour les adducteurs essentiellement, pour savoir si oui ou non il y a une souffrance de l'anthèse et une lésion au niveau du tendon du long adducteur, parce que c'est l'adducteur qui est le plus souvent touché dans cette pathologie. Et puis on demande souvent au radiologue de donner son avis sur l'orifice inguinal. Alors des fois il y a un peu de paresse, je trouve, parce que normalement il me semble que c'est l'examen clinique qui doit déterminer si oui ou non ce canal inguinal est ouvert ou pas et mérite une sanction chirurgicale. Maintenant ça fait partie un peu des mœurs de demander l'avis du radiologue et de l'échographiste sur la qualité du canal inguinal. L'IRM, il faut retenir que c'est un examen de seconde intention qui est très intéressant évidemment. Personnellement, je le trouve intéressant pour les facteurs de stress, facteurs de fatigue, évidemment, surtout pour l'adducteur, savoir si ou non il y a une véritable anthésopathie avec un signe de la deuxième fente et un phénomène inflammatoire qui descend de la symphyse pubienne et qui va intéresser l'insertion du long adducteur. C'est certainement dans ce cas-là que c'est le plus intéressant. L'œdème du pubis, c'est tellement banal chez le footballeur et le sportif de haut niveau, ou même sportif amateur qui s'en donne à cœur joie, que c'est pas forcément très important et à noter. Donc c'est un très bel examen, l'IRM, mais après, il faut vraiment le demander si vraiment ça doit changer quelque chose à la prise en charge. J'ai mis en dessous CRP, VS, uricémie. C'est plus sur des tableaux chez un sujet un peu plus âgé et savoir si oui ou non il peut y avoir un contexte inflammatoire ou non dans cette pubalgie. Alors, traitement chirurgical, je commence par là, puisqu'en fait, on commence jamais par là. Donc, je vais commencer par là, puisque en fait, on opère à peu près 10% des pubalgies. C'est jamais en première intention. Même avec le pire des canaux inguinaux, l'impression qu'il y a un état hernière, vous avez toujours le droit et le devoir de commencer par un traitement médical, dont on verra les grandes lignes juste après. Donc, c'est après un traitement médical bien conduit. Alors, le délai de 3 mois, moi, je l'ai toujours gardé. C'était mon ancien patron qui proposait ça. Et je pense que ça tient la route. En fait, il faut savoir très rapidement si un traitement médical peut avoir peut être efficace ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on propose comme chirurgie sur les pubalgies? La forme pariétale, c'est l'intervention Nezovic. Nezovic, c'était un ancien footballeur yougoslave des années 70 et qui était chirurgien en même temps. À cette période-là, on pouvait faire les deux. Qui se permettait d'être footballeur professionnel et d'être chirurgien. C'est un peu moins vrai aujourd'hui. Et ce chirurgien, en 1980, il est arrivé avec une technique qui a révolutionné le football avec une intervention sur le canal inguinal. Alors pour les chirurgiens digestifs, en fait, ce n'est plus ni moins qu'un Bassini ou un Schuldeis. Voilà. On ne met jamais de plaque chez le sportif de haut niveau, le sportif tout court. Les plaques, c'était proposé il y a, je sais plus d'ailleurs, il y a 15 ans, 20 ans, ou peut-être plus, mais c'est un corps étranger qu'il ne faut surtout pas mettre à ce niveau-là. C'est source de complications et c'est une source à problème plus qu'autre chose. L'autre geste qui peut être proposé, c'est sur les adducteurs, donc une ténotomie du long adducteur, qu'on a vraiment le sentiment qu'il y a un phénomène inflammatoire et qu'on ne s'en sort pas avec la kiné. Et ce qui est proposé, c'est une désinsertion du tendon. Et même pour les grands spécialistes, il n'y en a pas beaucoup, les grands spécialistes chirurgiens de la pubalgie, qui proposent même maintenant de ne pas faire qu'une désinsertion du tendon, qu'une ténotomie du tendon, mais qui vont sur le long adducteur, la portion musculaire, qui vont jusqu'à désinsérer donc cette zone musculaire et qui trouvent plus de confort dans les suites de chirurgie. Il est commun de dire qu'il n'y a aucune logique à réinsérer un adducteur qui souffre de façon chronique et qui tend à se fissurer, à être inflammatoire.
en fait, d'un point de vue de la fonction, le désinsérer, faire la ténotomie. Cet adducteur va descendre de 1 cm ou 2 et va se coller à la masse des adducteurs qui restantes. Et au niveau de la fonction, il va récupérer une fonction complètement normale avec une force musculaire. Le sportif va récupérer une force musculaire normale. Donc, il n'y a aucune logique à réinsérer un adducteur et à laisser donc une tension sur cette zone. Pour la symphysie, la pathologie donc, de l'articulation, il n'y a quasiment pas d'indication chirurgicale. Bon, en post-opératoire, le Nésovic, donc l'intervention sur le canal inguinal, il faut compter à peu près 2 mois avant de rejouer, refaire du sport, dans un contexte, on va dire, de prise en charge pas optimale, parce qu'il n'y a pas, le premier mois, il n'y a pas besoin de grands soins de rééducation, sauf si vous êtes en milieu professionnel, évidemment, on aura toujours quelque chose à proposer. Le vélo peut être repris rapidement, la course au bout d'un mois, et le sport, le football ou d'autres sports au bout de 2 mois. Pour la ténotomie, on se comporte comme pour une déchirure. On va proposer un travail excentrique dans la foulée dès que les phénomènes inflammatoires se seront éteints, et on va compter à peu près le même type de délai de 6 à 8 semaines. Les douleurs résiduelles, très rapidement, je le tiens donc des chirurgiens qui s'en occupent. En fait, c'est savoir s'il y a des douleurs résiduelles, c'est de savoir si l'indication était bonne. Ce qui se dit de longue date aussi, c'est quand on opère un canal inguinal, comme derrière vous avez un délai de 2 mois en fait avant la reprise du sport, 1 mois sûr sans sport et un autre mois derrière de réadaptation. Même si l'indication n'est pas forcément très très bien posée, on peut presque considérer que ces 2 mois derrière vont permettre de traiter tous les phénomènes inflammatoires qui seront associés au niveau des adducteurs et au niveau de la symphyse. Donc, ce qui fait que, voilà, on peut toujours se poser la question s'il y a des douleurs derrière, de savoir si l'indication était bien posée. Les chirurgiens se posent la question, par exemple, s'ils ne sont intervenus que sur la paroi abdominale, de savoir s'ils n'auraient pas dû y associer une ténotomie des adducteurs. Il y en a qui font tout en même temps. Et ça se passe pas trop mal quand l'indication est bien posée. Autrement, il peut y avoir au cours de l'intervention, en fait, dans ce boudin, on parle de boudin quasiment, hein, quand on va refermer un canal inguinal, de savoir si la neurolyse n'a pas été bien réalisée, savoir s'il n'y a pas un nerf qui a été ilio-inguinal, ilio-fémoral, une branche génitocrurale qui n'a pas été prise dans le tissu fibreux. Donc éventuellement, ça peut se traiter par une infiltration, des fois par une réintervention. Et puis autrement, au niveau des adducteurs, ce que je vous disais tout à l'heure, les chirurgiens considèrent que peut-être qu'il faut être un peu plus large sur la ténotomie et ne pas se contenter d'une ténotomie sur la zone tendineuse, mais aller jusque sur la zone musculaire. Alors, le traitement médical, 2 grandes phases, ça c'est valable pour toutes les pathologies. Pour faire court et faire simple, en fait, et je pense que ça marche très très bien. La phase de cicatrisation, rééducation, qui va se terminer par des critères de reprise de la course. Et là, on considère que votre sportif a cicatrisé au niveau de sa lésion et que vous avez mis suffisamment de contraintes au niveau de la zone pour lui permettre le retour à la course. Et dès lors que la course est autorisée et que vous considérez que votre sportif a cicatrisé, c'est une réadaptation à l'effort. Je ne m'étendrai pas trop dessus tout à l'heure. Alors, la phase de cicatrisation en rééducation, c'est une phase de repos. J'ai mis arbitrairement 3 à 6 semaines, mais il faut bien entendre évidemment que ça dépend de la période à laquelle vous avez pris votre sportif. S'il est incapable de se relever d'une position assise dans un canapé sans céder, ou d'une tierce personne ou de ses mains sur les bras du canapé, c'est pas du tout le même topo que celui qui vous dit j'ai mal quand je fais une passe de l'intérieur du pied sur les fins de match seulement et que le lendemain tout va bien. Donc 3 à 6 semaines, c'est un délai tout à fait arbitraire. Anti-inflammatoire ou pas, très, très certainement. On peut les proposer. Il y a 40 ans, 30-40 ans, mon patron proposait de l'indocide, 25, 3 par jour, sur des durées de 3 semaines pour faire céder le phénomène inflammatoire. Là, aujourd'hui, on a le droit de mettre de l'indocide, on a le droit de mettre du Voltaren, du Prophénide, sur des périodes peut-être plus courtes, d'une semaine à 15 jours. Voilà. L'idée, c'est, dès lors qu'on a le sentiment qu'il y a un phénomène inflammatoire, c'est d'aller jusqu'au bout de son idée, de proposer, je pense, une période de 15 jours, c'est un minimum. 3 semaines, on a le droit d'y aller et de retester, de revoir le patient pour voir si on a été efficace ou non. Alors, comme dans toute rééducation, que ce soit pour un ischio, une pubalgie, une cheville, ce que vous voulez, un genou, il y a 2 types de kiné, enfin 2 parties, la kinésithérapie qu'on va appeler passive et la kinésithérapie qu'on va appeler active. La kinésithérapie passive, elle peut démarrer évidemment tout de suite, elle peut démarrer sous anti-inflammatoire, alors que la kinésithérapie active,
il est hors de question de la faire sous anti-inflammatoire. J'entends par kinésithérapie active, c'est d'ailleurs que vous demandez aux patients de participer. C'est le travail de proprioception, ça va être le travail d'ailleurs qu'il va avoir une contraction musculaire commandée par son cerveau. Eh bien, là, on est de l'ordre de la kinésithérapie, on est dans le cadre de la kinésithérapie active. Mais tout ce qui est passif peut être démarré bien avant. Le travail des mobilités articulaires, le travail des étirements, ça va être important. On a vu que le sujet pubalgique est souvent un sujet qui est raide. MTP, le travail de détente musculaire, pour certains, l'utilisation des crochets, pour tout ce qui est tissu fibreux, le crochetage myopolyvotique va être très intéressant, la cryothérapie, les ondes de choc, le complexe. Là, on est éventuellement sur l'électrostimulation, sur des TENS, des protocoles antalgiques, le laser CO2 pour ceux qui en ont, le LPG, enfin tout ce qu'on peut utiliser en fait pour détendre et diminuer le phénomène inflammatoire va être intéressant dans cette phase-là. Et puis après, il y a la partie de kinésithérapie active. Alors pour les kinés qui sont intéressés, tous ceux qui veulent en savoir plus, je vous conseille d'aller voir un webinaire qui a été fait au mois de juin dernier par l'équipe de Clairefontaine qui a l'habitude de traiter cette pathologie et qui est très intéressant. Et il y a 3 grands axes: la paroi abdominale, le travail du transverse et des obliques, le travail de la respiration, ça c'est primordial. Et ça, on peut commencer très tôt, même à la limite sous anti-inflammatoire, et apprendre aux sportifs à respirer, à utiliser son transverse et ses obliques. Il y a un travail mécanique qui va être très important parce qu'ils sont déficitaires chez les sportifs, c'est le travail excentrique des adducteurs. Donc au début, c'est un travail très simple avec des contraintes mécaniques qui sont légères, et petit à petit, on va augmenter les contraintes mécaniques sur les adducteurs. Et le 3e axe de travail, c'est la proprioception. J'ai mis le protocole de Potoronto pour les kinés, qui est un exercice, un travail de proprioception en appui monopodal, où on va faire travailler l'autre membre en flexion, extension, abduction, au début sans contrainte, sans charge, et puis petit à petit, on va lui mettre des contraintes avec des élastiques, et on va augmenter les contraintes. Et en fait, le but du jeu, avec ces 3 axes de travail, les obliques, la paroi abdominale, la transverse oblique, le travail excentrique des adducteurs et la proprioception, ça va être d'un travail en fait très ciblé et sur une seule zone de travail. Ça va être de mêler le travail des transverses avec le travail des excentriques des adducteurs, et ensuite d'y rajouter des exercices de proprioception. Et dès lors que votre sportif est capable d'avoir des niveaux d'activité élevés en appui monopodal, avec un travail d'équilibre important, de faire travailler en excentrique ses adducteurs tout en contractant ses transverses et ses obliques, là vous aurez très vraisemblablement gagné la partie. Donc l'ordonnance type, ça serait 20 séances de kiné, mais je crois qu'aujourd'hui on ne met même plus le nombre de séances. Le kiné peut être presque libre, ça peut être 20 ou 30 séances de kiné, ça va dépendre de l'implication du sportif, des soins antalgiques, des fibrosants, MTP, ondes de choc, travail d'étirement et de mobilité du bassin et des hanches, le renforcement transverse et des obliques, le travail de renforcement excentrique infradouloureux des adducteurs, et un travail proprioceptif à raison de 3 fois par semaine, voire un petit peu plus. Évidemment, ça va dépendre du niveau du sportif que vous avez à traiter. Bon, je vais très vite sur la réadaptation à l'effort. La réadaptation, ça va dépendre évidemment du temps de repos et d'arrêt du sportif. Si ça a été 15 jours, on ne va pas faire 4 à 8 semaines de réadaptation sur le terrain, ça sera certainement plus court. Mais si vous êtes sur un délai de 2 à 3 mois de repos pour arriver à un niveau d'indolence et de maîtrise de tous les exercices en salle, clairement derrière, vous allez pouvoir proposer une reprise sur le terrain de 4 à 8 semaines. Ce ne sera certainement pas trop long. Puis après, on va partir de la course lente vers un travail intermittent à haute intensité, travail d'appui, changement de direction, travail avec ballon chez le footballeur. Tous les gestes, évidemment, spécifiques au sport pratiqué seront mis en fin de réadaptation, et on va filer vers des exercices courts à haute intensité. Donc voilà, autrement pour les infiltrations, un mot. Dans la symphyse, pourquoi pas, dès lors qu'à l'IRM, vous avez un vrai phénomène inflammatoire au niveau de la symphyse pubienne. Alors, il faut faire très attention, ça manier, parce que vous avez un risque infectieux qui n'est pas neutre. Et c'est vraiment si vous ne vous en sortez pas avec le repos et les anti-inflammatoires. Il y a 30 ans, 40 ans, dans les formes articulaires, on proposait de la cortisone pendant 15 jours, du Solipred à 1 mg kilo. Aujourd'hui, avec les contrôles antidopage et les normes antidopage, c'est complètement contre-indiqué chez les sportifs de haut niveau. Mais l'infiltration peut être réalisée
je ne vais pas dire entre de bonnes mains, mais il faut vraiment faire la gaffe aux risques infectieux. Autrement, dans les anthésopathies des adducteurs, c'est assez commun de dire que la cortisone sur un tendon, c'est pas forcément très très bien toléré. Chez un sportif de haut niveau, quand il y a des échéances, on est toujours un peu emmerdé avec ça. Et certains l'ont proposé, peut-être que certains le font encore. Tout peut se voir. Même si on affaiblit la qualité de l'adducteur, du long adducteur, parce que c'est celui qui est concerné, on se justifie ou on se rassure, disons, on va dire, en se disant que derrière, même si le tendon se rompt, on sera fait une ténotomie sans chirurgie, une ténotomie sur le terrain en 2-3 épisodes peut-être, et on aura peut-être obtenu finalement ce qu'on voulait. Donc c'est à manier, c'est pas forcément à faire ou refaire, mais ça se fait, et c'est pas forcément une erreur. Et puis bon, les PRP aujourd'hui, c'est à la mode. Donc c'est tenté, c'est fait. Voilà, on a le droit dans une fissure, sur une lésion vraiment tendineuse, fissuraire d'un long adducteur, on a surtout le droit de les tenter. Voilà, par contre, on a aujourd'hui dans les séries, on n'a aucune certitude. Les taux de réussite sont, pour une série que j'ai retrouvée, de l'ordre de 60%. Donc ça peut, on a le droit de voir le verre à moitié plein, le verre à moitié vide, et considérer que ça justifie de le tenter. Moi, ça ne me semble pas illogique d'essayer les PRP sur ces indications. Voilà. Autrement, les programmes de prévention, hygiène de vie, l'alimentation, le surpoids, ça c'est évident. Sommeil, donc les soins dentaires, on en a parlé tout à l'heure. Ça c'est important. Les charges de travail, évidemment, dans les groupes professionnels, mais aussi au niveau amateur, dès lors que vous avez des sportifs qui sont encadrés au niveau de l'entraînement, les charges de travail sont importantes. La tétanisation préventive, avant de penser football ou de penser rugby ou de penser activité spécifique, il faut avoir en tête un programme de PPG assez classique, mais qui doit être mis en place. Et puis les domaines de travail, ce sont tous ceux qu'on a vus tout à l'heure dans le cadre de la rééducation. En fait, la rééducation ou la prévention, c'est ni plus ni moins que tout ce que vous faites en rééducation, mais avant même que ne viennent se greffer des douleurs. Donc, respiration, sollicitation du transverse, gainage, statique dynamique, mobilité du bassin, la coxo-fémorale, travail de rotation du tronc, dissociation des ceintures, renforcement excentrique des adducteurs, synchronisation, proprioception. Ce sont des termes que les kinés maîtrisent, que les préparateurs athlétiques aujourd'hui doivent maîtriser et qui sont évidemment importants à mettre en place. Voilà, donc en conclusion, le diagnostic de pubalgie, enfin, globalement, il est assez simple. Le problème, c'est de savoir de quelle forme on parle, même si je vous ai dit tout à l'heure que beaucoup de formes sont intriquées. Bon, la première question que je me pose, c'est de savoir si ça peut être chirurgical ou pas. Pas pour dire, je vais l'envoyer tout de suite chez le chirurgien, sauf à me raconter que depuis 3 à 4 mois, il a fait tout ce qu'il pensait devoir être fait. Il a très bien fait le travail de kiné, de prévention et de rééducation plutôt, et que manifestement, ça ne marche pas. Si clairement, j'ai une souffrance chronique des adducteurs où il y a des canaux inguinaux qui sont béants, il n'y a pas lieu forcément d'attendre encore plus longtemps. Voilà, la question de savoir est-ce qu'il a fait le travail de rééducation comme il devait le faire. Les kinés sont incontournables et doivent être incontournables. Ils vont travailler sur tout ce qu'on a évoqué, et ça doit, même si votre sujet derrière, c'est comme pour les prothèses de hanche, hein, si derrière votre sujet doit filer vers la chirurgie, tout ce qu'il aura fait avant de toute façon sera évidemment utile. Et puis faire des examens complémentaires seulement si ça change la décision thérapeutique. On a vu tout à l'heure, que ce soit l'IRM, l'échographie ou la radio. Voilà, je vous remercie. Merci, M. Le Gall. Nous avons quelques questions. Donc, une question de Mme Valette. On observe des douleurs type pubalgie en post-op de PTH. Quelle conduite à tenir? Oh, putain, il faut demander à Nicolas ou à Nicolas Jean-Marc. Si c'est pas chirurgical, je vais pas dire faut pas les oublier. Il faut peut-être dans un premier temps rester sur un traitement simple, anti-inflammatoire, antalgique. Les exercices de respiration, les exercices de paroi abdominale, transverse, oblique, en confort et de façon sans contrainte exagérée pour la prothèse ou les zones de suture peut être proposé. Évidemment que sur les adducteurs, il faudrait être très, très méfiant et y aller. C'est sûrement pas proposé dans un premier temps. Mais je pense que des exercices au niveau de la ceinture abdominale, antalgique, anti-inflammatoire peuvent suffire dans un premier temps. Une première question de M. Barthes. Donc, il dit: bonsoir docteur, j'ai eu en cabinet une demande de bilan isocinétique pour une pubalgie du sportif.
Je n'ai pas trouvé de littérature pour choisir le groupe ou les groupes musculaires à tester. J'ai eu un doute sur l'utilité de cette demande. Qu'en pensez-vous? Oui, alors clairement, moi, j'ai jamais été amené à tester un sujet pubalgique sur appareil isocinétique. On pourrait se dire, on va tester les abdominaux, donc mais alors, là, il faut être appareillé, il faut avoir comment l'appareillage pour faire la flexion-extension du tronc et mesurer donc le ratio extenseur-fléchisseur du tronc. On a le droit de tester les adducteurs. Maintenant, chez un sujet pubalgique, quand on fait un test isocinétique, il faut être complètement libre de tout phénomène douloureux. Donc, honnêtement, je ne suis pas persuadé que ça serve à grand-chose, que ce soit très utile. Je pense que la clinique ou les tests fonctionnels qu'on peut faire sur une table d'examen ou en salle pourront être suffisants. Ça ne me semble pas être la pathologie. En plus, le gros problème pour ces tests-là, c'est la reproductibilité. Et autant vous êtes très reproductible sur des tests de genoux, autant sur des tests du tronc, même avec l'appareillage, vous êtes à des niveaux de reproductibilité qui sont beaucoup moins importants. Sur les adducteurs, peut-être, mais ça pourra peut-être me sembler utile en fin de rééducation, dès lors que vous n'avez plus de douleur, il n'y a plus de phénomène inflammatoire, plus de phénomène douloureux, et auquel cas, sur les adducteurs, ça peut peut-être se discuter. Une deuxième question de M. Barthes. Le travail de renforcement oblique transverse peut-il être débuté s'il existe encore des douleurs? Non, alors de principe, hein, comme je vous disais tout à l'heure, je considère que tout travail actif doit être indolore et qu'il ne doit y avoir aucune douleur quand vous proposez un travail actif. Alors, le transverse, c'est pas vous ne déclenchez aucune douleur à faire un apprentissage de la respiration et utiliser le transverse. Pour les obliques, par contre, dès lors que vous voulez travailler, vous pouvez réactiver des phénomènes douloureux ou inflammatoires sur la zone d'insertion autour du canal inguinal. Et de principe, quand vous êtes sur un travail actif, il faut zéro douleur. Rémi, est-ce que tu peux mettre le micro à M. Barthes? Parce que pour la dernière question, je pense qu'il va la poser lui-même. Donc, ça sera plus simple pour finir en beauté. Rémi, si tu peux mettre le micro à M. Barthes. Ouais. Monsieur Barthes. Bonsoir. Allez-y, M. Barthes, pour la dernière question. Bonsoir, vous m'entendez? Oui. Oui, bonsoir. Ben, merci pour vos interventions. J'ai suivi celle de la semaine dernière aussi. C'est très instructif et je remercie tous les gens qui interviennent ce soir et la semaine dernière. Oui, ma dernière question, alors c'est une question d'un vieux footballeur qui dit que la bière et l'hydratation a-t-elle un impact sur l'apparition de la pubalgie? Voilà. La bière et l'hydratation, là. La bière. Ça, c'est la question du vieux footballeur, vous voyez. Il y a du football, mais il y a aussi de la récupération derrière. Et voilà, bon, c'était juste une question sur l'hydratation, en fait. Voilà, c'est tout. Bon, c'est reconnu que dans le vestiaire, effectivement, après une bonne bière, on a beaucoup moins mal au pubis et on s'en attaque à faire des prolongations. Le principe pour toutes les souffrances tendineuses où l'hydratation est très importante, que ce soit un tendon d'Achille, un tendon rotulien, et pour le pubis, c'est la même chose. Il faut avoir des niveaux d'hydratation, évidemment, qui sont importants. Le tendon est une zone de principe qui est assez mal vascularisée et qui est plus en souffrance encore quand il y a un état de déshydratation qui est en place. Donc l'hydratation, oui, fait partie des niveaux d'hygiène de vie qu'il est important de respecter et de conseiller aux sportifs, avec une bière sans alcool, évidemment, après match. Bien sûr. Merci beaucoup, en tout cas. Merci, M. Barthes. Jean-Marc, il n'y a pas d'autres questions? Il y a Francis Vantard qui a écrit. Ouais, je disais, on parle moins de pubalgie chez le sportif aujourd'hui par rapport aux années 80 et 90. Qu'en pensez-vous? Oui, c'est vrai, moi j'ai un peu ce sentiment. La pubalgie, vraiment, historiquement, jusque dans les années 80, avant l'apparition de ce chirurgien yougoslave, Nezovic, il y avait une vraie demande. Il a réglé une grande partie des pubalgies. Il y a eu un symposium à la fédération en 82 à Besançon où ils ont repris en tous les protocoles de prévention, de rééducation. Et même si derrière, il y a encore des pubalgies, on en voit encore. Chez les professionnels, j'ai l'impression qu'on en voit beaucoup moins. Et ça, clairement, c'est l'augmentation des staffs pour peu que ce soit fait de façon cohérente et qu'il n'y ait pas
un idiot du village ou un abruti dans le staff en préparation physique, mais généralement ça se fait bien et en termes de prévention, tout le travail de gainage aujourd'hui, le travail sur les obliques, même le travail sur les adducteurs, il y a des exercices qui sont proposés de façon, je ne vais pas dire quotidienne, mais au moins bi-hebdomadaire en prévention sur les adducteurs. Le travail de rétroversion du bassin, de respiration, tout ça, ça peut être appris à des sportifs professionnels et qui fait vraisemblablement qu'aujourd'hui, on voit beaucoup moins de pubalgie comme on en voyait il y a 30 ans avec, à l'époque, sur les radios, il y avait des pubis, enfin des symphyses qui étaient complètement ou détruites ou arthrosies, complètement avec des géodes monstrueuses. Là, vraisemblablement, on en voit quand même beaucoup moins. Ben, merci beaucoup. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Bien, il y a encore une question. Il y a encore une question qui vient d'arriver en dernière minute. Est-ce que vous avez une notion de radio-adducteur? Attendez, elle n'est pas finie, la question. De ratio adducteur-abducteur responsable. Oui, alors dans les études, là, quand vous avez des ratios adducteurs sur abducteurs qui sont inférieurs à 0,8, là, vous avez un gros facteur de risque. Et en fait, souvent, les abducteurs sont beaucoup plus... Enfin, chez les sujets pubalgiques, vous avez des abducteurs qui sont plus forts que les adducteurs. Normalement, le ratio, il est de 1 globalement. Et dès que vous avez des ratios qui sont inférieurs à 1 et entre autres et a fortiori inférieurs à 0,8, vous avez des adducteurs qui sont très déficitaires par rapport aux abducteurs. Donc oui, il y a eu des études qui ont été menées effectivement sur le sujet pubalgique avec des ratios qui sont faibles. Merci beaucoup. On a le docteur Nicolas qui lève la main. Oui. Oui, je voulais rebondir sur la question d'Émilie concernant les pubalgies sur prothèse de hanche. Donc en fait, moi dans mon expérience, j'en ai jamais vu des pubalgies vraies sur prothèse de hanche. Et je pense qu'il faut surtout rechercher plutôt un conflit entre la prothèse acétabulaire et le psoas. Et pas méconnaître une tendinite chronique du psoas sur un conflit avec le débord antérieur de la prothèse. Voilà, donc en effet, comme l'évoquait Franck, d'un point de vue divergent avec les Anglais, le psoas ne fait pas partie des zones réellement atteintes dans les pubalgies, mais en effet, on peut avoir ces conflits prothétiques et tendinite chronique de la cupule sur le psoas. Et dans ce cas de figure, soit il est décidé de faire une révision prothétique un peu engagée, soit on peut se permettre de faire une chirurgie mini-invasive, arthroscopique, de ténotomie du psoas, sous arthroscopie en coupant ses tendons, ses expansions tendineuses, et également la partie profonde de son corps charnu. Ça règle souvent beaucoup de problèmes. Voilà. Merci, M. Morin-Salvo. Merci, M. Sobler, M. Le Gall. Rémi, je te laisse la parole pour la clôture. Eh bien, merci à tous, merci aux 3 docteurs, merci pour cette belle soirée. Nous, en tant qu'organisateurs, on espère que ça a plu à tout le monde, que vous avez appris plein de choses. Il y en a beaucoup qui ont pu poser leurs questions, il y a eu toutes les réponses. Ben, écoutez, nous, on va vous souhaiter une belle soirée. Et comme on vous l'a dit en introduction, eh bien, on sera amené dans les semaines à venir à vous proposer nos services, si vous le souhaitez. En tout cas, on vous dit à bientôt et on vous souhaite une bonne soirée. Au revoir, messieurs, dames. Et merci au docteur. Au revoir. Merci, docteur. Un plaisir. Excellente soirée, merci. Merci. Au revoir. Bonne soirée à tout le monde. D'accord.